Donc, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire dédié donc à comment organiser son activité freelance et organisé par People for Impact. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, on est une plateforme de freelance dédiée au métier de la RSE et de l'impact positif. Euh, voilà, on a plus de 1000 freelances référencés sur notre plateforme aujourd'hui. Et on a été créé par et lancé par Birdeo, qui est un cabinet de recrutement aussi dédié à l'impact positif et au développement durable. Euh, Laura, je te propose de passer à la slide suivante. Oui, bien sûr. Hop. Donc, je me présente, je suis Héloïse Belmont, je suis en charge de la communication pour People for Impact. Et on reçoit aujourd'hui Laura, en charge au service des freelances. Et ça fait 8 ans qu'elle est chez l'expertcomptable.com. Et Laura, je te propose de te présenter plus en détail. Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit, en fait, je travaille au sein de l'expertcomptable.com donc depuis maintenant 8 ans. Et on est un cabinet comptable, en fait, tout en ligne, hein, digital. Et on accompagne essentiellement des freelances. Donc, on est vraiment spécialisé sur les prestataires de services, services intellectuels notamment. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des sujets, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment ce qui revient très très souvent dans notre métier, puisque c'est vrai que quand on veut se lancer, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour essayer de vous expliquer tout ça le plus clairement possible. Alors, c'est parti, je propose qu'on commence. Donc, cette journée sera dédiée au statut. Vas-y, Laura. Super, et ben parfait. Donc, voilà, je vais vous expliquer un petit peu les principaux statuts, je dirais, hein. Donc, bien sûr, l'auto-entreprise qu'on connaît, je pense, quasiment tous. Celui-là, il est plus simple en tout cas que les autres à identifier. Mais on a aussi les statuts plutôt de société. Donc là, les EURL, les SASU. Donc voilà, le but, c'est que je vais vous expliquer surtout ces trois-là. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez les inscrire dans le petit chat de discussion qu'on a. Je vais les traiter un petit peu au fur et à mesure, mais si, c'est vrai que si on a beaucoup de questions, je les prendrai de toute façon à la fin. Mais voilà, si vous ne voulez pas oublier vos questions, n'hésitez pas à les écrire dans le petit chat, comme ça au moins on les a et comme ça on les traite toutes, quoi. Voilà. Et bien du coup, c'est parti, on va pouvoir démarrer avec l'auto-entreprise. Donc, ce statut-là, donc, vous le connaissez sûrement, hein, c'est un statut qui est hyper simplifié. C'est-à-dire que le jour où on veut se lancer, on doit simplement faire un petit CERFA de création sur le site des URSSAF. Donc, en fait, voilà, tout est bien indiqué. Donc, c'est plutôt assez simple à créer. Il y a voilà, un document à remplir. On le préenregistre en plus en ligne sur le site des URSSAF. Donc, ça va vraiment être très, très simplifié. Ce statut-là, en fait, tout est calculé sur votre chiffre d'affaires. On va devoir payer certaines taxes sur le chiffre d'affaires qu'on va gagner, mais ça sera toujours ce qui nous intéresse dans ce statut, c'est tout le chiffre d'affaires encaissé. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment ce qui passe sur le compte bancaire, en fait, hein, tout simplement. Donc le but, c'est que vous allez créer la structure auprès de l'URSSAF. Ils vont vous attribuer donc un numéro sirène, hein, sirène, sirette. Donc là, officiellement, vous pourrez commencer à faire des factures, puisque voilà, c'est une manière légale de pouvoir travailler avec ses clients, d'avoir un numéro de sirène et de pouvoir faire des factures de vente. Donc, très, très simple. Faudra prévoir du coup deux grosses taxes à payer. C'est dans un premier temps déjà les cotisations sociales. Alors ça, c'est vraiment pour l'URSSAF, en fait, hein. C'est ce qui permet de vous couvrir en termes de maladie, de retraite. C'est vraiment tout ce qui touche à votre santé, etc. Donc vraiment les charges sociales. Là, on est sur un régime des indépendants en auto-entreprise. Et donc, en gros, dès que vous avez du chiffre d'affaires, il va falloir vous connecter sur le site de l'URSSAF. Donc, en général, ça se fait tous les trimestres, mais vous pouvez le faire aussi tous les mois, hein, si c'est plus simple pour vous. Et en gros, sur le site de l'URSSAF, voilà, vous allez regarder, par exemple, sur le premier trimestre, combien de chiffre d'affaires encaissé vous avez eu. On le recopie sur le site de l'URSSAF et on va payer un pourcentage de charges sociales. Donc, en général, nous, les clients qu'on suit, comme ils font du service, c'est 22% de chiffre d'affaires. Donc, il y a 22% qui va partir à l'URSSAF. Donc, si vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, hein, il y a 2 200 euros qui part à l'URSSAF pour vos cotisations.
Et si certains font quand même une activité plutôt commerciale, achat-revente de marchandises, c'est pas les mêmes taux en fait. Donc là, vous voyez à l'écran, c'est 12,8 de chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir payer. La deuxième chose, c'est votre impôt sur le revenu. Ça, classique, je dirais. Hein. Dès qu'on gagne de l'argent à titre perso, il faut bien sûr payer ses impôts perso dessus. Donc là, il y a deux options. La méthode la plus courante, je dirais, c'est très simple. Une fois par an, vous allez faire votre déclaration d'impôt. On prend tout le chiffre d'affaires de l'année, donc de janvier à décembre. On le recopie dans la déclaration d'impôt, dans une case bien spécifique. Et là-dessus, en fait, vous allez avoir une réduction. Donc, par exemple, sur toute l'année, vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien là, en fait, vous n'allez pas payer des impôts sur 10 000, mais il y a une réduction, en fait, de 34%. Donc là, pareil, 34%, c'est pour vraiment les activités de service. Je n'ai plus exactement en tête les activités commerciales, mais je crois que c'est autour de 50 à 75% parfois. Donc, voilà, ça dépend vraiment du métier que vous faites. Hein. Mais bon, essentiellement, aujourd'hui, je pense que dans la communauté, ça va plutôt être du service, normalement. Donc, on ne va pas s'embrouiller. Il y a déjà assez de taux comme ça. Donc, voilà. En gros, voilà, on déclare son chiffre d'affaires sur la déclaration d'impôt. Comme on ne peut pas déduire ses charges, en fait, hein, toutes les dépenses, il faut les payer de sa poche en auto-entreprise. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les impôts nous mettent une réduction forfaitaire de 34%. Donc, on ne va pas payer des impôts sur 10 000, mais on va payer sur 6 000 et quelques. Voilà. Donc, ça, c'est pour les impôts sur le revenu, la méthode classique. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous aurez droit à ce qu'on appelle le prélèvement libératoire. Alors, si on peut y avoir droit, c'est vrai que c'est pas mal, puisque ça permet de ne payer que 2,2% d'impôt sur le revenu. Donc, c'est vraiment très peu. Hein. Donc, et là, en fait, comment on fait pour le demander? C'est quand vous allez faire la création. En fait, il faut regarder si vous respectez les critères. Il y a des plafonds de revenus, en fait, à ne pas dépasser. Donc, il faut regarder les revenus d'il y a 2 ans. Donc, voilà, on regarde le revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans en arrière et on regarde si on est en dessous d'un certain montant. Donc, ça dépend si vous êtes célibataire, en couple, avec des enfants. Il y a plusieurs paliers. Mais en tout cas, pour ceux qui peuvent y avoir droit, bah, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'au final, bah, vous payerez donc les 22% à l'URSSAF pour les charges sociales, plus les 2% pour les impôts. Donc, au final, voilà, 24% et après, le reste, c'est dans votre poche. Quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Si on peut y avoir droit, c'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà un petit peu sur les choses qu'on doit payer sur son chiffre d'affaires. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les seuils de chiffre d'affaires à respecter. Donc en fait, quand on est en auto-entreprise, on ne doit pas dépasser un certain montant de chiffre d'affaires, sinon on va devoir changer de statut. Donc c'est vraiment un statut plutôt pour démarrer l'auto-entreprise. Donc là, vous le voyez, en fait, il ne faut pas dépasser 72 000 euros, donc 72 500 euros à l'année. Donc ça, c'est vraiment de janvier à décembre. Hein. Il ne faut pas que votre chiffre d'affaires soit supérieur à ce montant-là. Sinon, en fait, vous allez devoir changer. Donc, il y a une petite tolérance des impôts. On peut le dépasser 2 ans de suite. C'est-à-dire que voilà, si 2022, on fait 75 000 euros, 2023, on refait encore 80 000 euros, là, 2024, il faudra vraiment changer. Par contre, si 2022, on dépasse et 2023, on est en dessous, on peut rester comme ça à vie. Quoi. On peut dépasser une année sur deux, ça serait pas gênant. Donc ça, faut quand même être vigilant et surveiller quand même son chiffre d'affaires. Et donc, on parle toujours de chiffre d'affaires encaissé. Ça, c'est important. Il y a une petite précision peut-être à apporter. C'est aussi pour la première année, quand vous allez créer la première année. Des fois, là, si on crée aujourd'hui, par exemple, on est en plein milieu de l'année, on est qu'au mois de juillet. Donc, les 72 500, c'est pour 12 mois pleins. Donc, si vous, la première année, vous faites que 6 mois, pensez à faire un prorata. Il faut diviser le seuil en deux, en gros. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, il faut aussi l'avoir en tête, parce que pour le coup, si vous créez tard dans l'année, mettons en septembre ou octobre, ça peut aller vite de dépasser du coup au prorata voilà, le seuil. Donc, faites bien attention à ça. Donc là, c'est vraiment le plafond de l'auto-entreprise, du statut complet. Il y a un petit plafond aussi sur la TVA. C'est vrai que de base, l'auto-entreprise, on ne se prend pas trop la tête, c'est sans TVA. Donc, en gros, vous allez faire votre facture de vente en hors taxe et votre client vous payera en hors taxe. Mais attention, vous le voyez, il y a un seuil. Donc, si vous dépassez plus de 34 400 euros de chiffre d'affaires, vous devrez mettre de la TVA. Donc, vous restez en auto-entreprise, mais par contre, il faudra mettre de la TVA sur la facture de vente. Donc, voilà un Pardon, petit peu. Oui.
Bonjour, je me Bonjour. permets juste d'intervenir sur ce point-là parce que j'avais une question bien précise au Ouais. niveau de ce seuil de TVA que j'ai mis dans la discussion. Comment ça se passe effectivement quand on arrive à ce seuil il faut ajouter donc sur la facture la TVA, mais à qui on la déclare et on la reverse en fait? Est-ce que c'est à Alors, l'URSSAF? Est-ce que c'est aux impôts? c'est aux impôts, en fait, exactement. L'URSSAF, c'est vraiment que pour les charges sociales. En fait, là, pour la TVA, il va falloir se créer un compte sur impôts.gouv, l'espace professionnel, classique. Alors, il faut les prévenir, les impôts, parce que en général, eux, ils ne savent pas trop où vous en êtes dans votre chiffre d'affaires, donc ils le sauront quand vous ferez votre déclaration d'impôt. Donc, dès que vous voyez que vous l'avez franchi, il faut prévenir déjà les impôts qui puissent activer le régime de TVA sur votre dossier. Et ensuite, il faut se connecter. Alors, en général, il y a plusieurs dates. Soit vous le faites un petit peu tous les mois, ou alors vous le faites une fois par an. C'est comme vous voulez. Mais l'idée, c'est que on se connecte sur le site des impôts et on va déclarer donc le chiffre d'affaires hors taxe, le montant de TVA que ça représente. Et donc, il faut reverser la TVA aux impôts. Donc, en gros, D'accord. le client va payer peut-être 20% de plus. Donc, nous, on va collecter 20% de plus sur le compte bancaire et ça, vous le redonnez aux impôts. En fait, on fait juste l'intermédiaire entre le client et les impôts, en fait, tout simplement. Et donc il faut contacter les impôts, quoi. C'est ça Ouais, c'est ça. Pour tout ce qui est Ok. TVA, c'est les impôts. Pour tout ce qui est charges sociales, c'est plutôt l'URSSAF. Et il y a une petite exception qui confirme la règle, sinon c'est trop facile. C'est pour le prélèvement libératoire, les 2% qu'on parlait tout à l'heure. Ça, c'est l'URSSAF qui les collecte, en fait. Donc, en gros, on paye 24% à l'URSSAF et ensuite, c'est l'URSSAF qui redonne aux impôts les 2%. Voilà. Mais sinon, en général, c'est plutôt les impôts pour le TVA et impôts pour les impôts et charges sociales pour l'URSSAF. Moi, j'avais aussi une petite question sur ce régime. Quand vous indiquez qu'il y a l'abattement forfaitaire de 34% de l'impôt sur le revenu, ça veut dire que si on fait un chiffre d'affaires de 100, on va payer 22 de charges sociales. Oui. On va avoir un abattement forfaitaire de 34% sur les 100. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça veut dire que les impôts considèrent en gros que nos charges, c'est 22% de charges sociales plus 12% autres. Exactement. Voilà, c'est D'accord. exactement ça. Ouais. C'est pour ça que ça peut aller vite. Mine de rien, Mais ouais, voilà, oui. c'est ça. Ça peut aller vite. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est un très bon statut pour se lancer. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à avoir rien que des déplacements, nous, souvent, les clients qu'on accompagne, c'est ça. Ils prennent beaucoup la voiture pour aller chez les clients. Ils peuvent des fois louer des salles pour faire des réunions, des choses comme ça. Donc, en fait, 12% du chiffre d'affaires, c'est vrai que ça va très vite. C'est pour ça qu'il faut quand même le suivre. Et c'est moi ce que je conseille aux clients qui se lancent en auto-entreprise. Normalement, vous pouvez utiliser votre compte bancaire classique, je dirais. Mais moi, je conseille d'ouvrir un compte bancaire quand même dédié, même si ce n'est pas un compte pro. Prendre quand même un compte bancaire dédié à l'activité. Comme ça, sur ce compte-là, vous avez les ventes, bien sûr, qui arrivent, mais aussi les achats. Comme ça, quand vous voulez savoir où vous en êtes dans vos dépenses, vous pouvez plus. Enfin, au moins, vous avez un relevé bancaire qui est dédié à l'activité. Donc, c'est plus facile pour retrouver exactement combien de charges on a, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est plus simple. Donc, c'est un petit peu la conclusion qu'on peut faire sur votre entreprise. C'est qu'au niveau des avantages, c'est hyper rapide, hyper simple à créer, même à fermer, en fait. Et ce qui est bien, c'est que si on n'a pas de chiffre d'affaires, en fait, on ne paye rien. Là, on paye vraiment que si on a du chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que pour se tester, c'est bien. On se teste à moindre coût, quoi, moindre risque. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. On n'a pas dépensé de l'argent. Donc ça, c'est vraiment bien. Pareil, en termes de calcul, ça se calcule quand même assez bien. Les charges sociales, voilà, on se connecte sur l'URSSAF. C'est quand même un formalisme très réduit, très simple à mettre en place. Par contre, effectivement, les inconvénients, c'est qu'il faut surveiller son chiffre d'affaires parce qu'on a le plafond. On ne peut pas déduire les frais. On n'a que ces 12% de réduction, donc ça peut aller assez vite. Et c'est vrai qu'en termes de protection du patrimoine, c'est pas tip top. Là, on est vraiment tout mélangé, en fait. C'est le pro, le perso, tout est un peu confondu, quoi. Donc voilà pour ça. Je vais juste regarder s'il n'y avait pas d'autres petites questions sur l'auto-entreprise. Donc ça, on a vu pour le plancher de l'exonération de TVA, ça c'était bon. Alors il y avait une petite question de Laurence sur la différence entre sirène et sirette. Le sirène, en fait, c'est les 9 premiers chiffres du numéro. Et la clé sirette, c'est en fonction de votre adresse. Donc, la clé sirette, en général, il va avoir 5 chiffres, 3 zéros, puis un nombre avec. Et ça, c'est plus pour identifier l'adresse en général. Donc, si on ouvre, on ferme une auto-entreprise, votre numéro sirène, vous le gardez à vie parce que c'est attribué en fonction de la personne physique. Par contre, si on change d'adresse, la clé sirette peut être modifiée, en fait. C'est tout. Mais l'auto-entreprise, c'est vraiment, à partir du moment que vous en avez ouvert une, vous garderez vraiment toute votre vie le même numéro sirène. C'est vraiment en fonction de vous.
Donc, voilà pour ça. Et on paye l'impôt sur le chiffre d'affaires sans déduire les charges. C'est exactement ça. C'est ce qu'on avait avec Sophie. Et donc, prélèvement libératoire, Fatal, les 2 premières années. Alors, en fait, le prélèvement libératoire, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il faut regarder si vous pouvez y avoir droit ou pas. Il faut regarder, en fait, le revenu fiscal d'il y a 2 ans. Donc, vous vous connectez sur votre compte impôt.gouv perso. En général, on a toutes les déclarations historiques. Donc, vous regardez le revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans. Et il faut regarder à combien on était et voir si on dépasse le plafond ou pas. De mémoire, à peu près, pour vous donner une idée, pour un célibataire sans enfant, il ne faut pas dépasser, je crois, 25 ou 27 000 euros de revenu fiscal de référence. Après, quand on est marié, ça double, et quand on a des parts en plus, pareil, ça augmente un peu. Mais au moins, ça vous donne un peu une idée. Donc, si vous êtes en dessous de ce palier, vous pouvez demander le prélèvement libératoire. Comme ça, vous ne payerez que 2% d'impôt. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Alors, faites-le si vous êtes imposable. Hein. Si vous êtes non imposable, que de base, vous avez des enfants et que vous ne payez pas d'impôt, ne demandez pas le prélèvement libératoire, parce que là, pour le coup, vous allez payer 2%. Quoi. Mais voilà, c'est au cas par cas. Il faut quand même regarder si ça peut être intéressant ou pas. Voilà pour ça. Et le reste, c'est l'abattement forfait. Alors, là, du coup, en auto-entreprise, de toute façon, donc on n'a pas le choix, on met l'abattement forfaitaire. Après, on va voir dans les autres statuts, justement, si ça peut être intéressant, parce qu'effectivement, si vous avez plus de charges que l'abattement forfaitaire, là, pour le coup, ça vaut le coup de changer de statut et de pouvoir déduire, en fait, au réel les frais. Donc ça, on va y venir un peu plus en détail et vous me direz si c'est plus clair. Voilà, et la dernière question, c'était sur le statut auto-entreprise. Faire travailler les prestataires pour nous, ou on doit reverser la part du prestataire, mais nous… Ah oui, alors, je crois comprendre la question, c'est si jamais vous faites travailler quelqu'un, admettons, c'est vous qui encaissez toute la prestation, mais par contre, vous avez fait intervenir un sous-traitant qui va faire la mission à votre place, et donc vous allez payer des charges sociales sur tout le chiffre d'affaires. Donc là, pour le coup, l'auto-entreprise, c'est pas du tout intéressant parce que c'est vous qui encaissez le chiffre d'affaires, donc c'est vous qui payez dessus, les 22% et les impôts. Par contre, il y a une partie de ce chiffre d'affaires qui va être reversée à un sous-traitant. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc, quand on est dans ce cas de figure, ça fait partie de vos charges, en fait. Ça c'est vraiment des dépenses. Donc, quand on a des dépenses, vous allez voir qu'on a des sociétés qui peuvent être plus adaptées. Donc là, je vous présente déjà le URL et je vous expliquerai juste après la SASU. Elle se ressemble un petit peu parce que là, on est vraiment sur des vraies sociétés, entre guillemets. Donc, on va faire une inscription, en fait, auprès du greffe, auprès du tribunal de commerce. On a vraiment des statuts. Donc là, c'est très encadré. Hein. On a des statuts, on a un cabis. Donc là, vraiment, c'est un peu différent de l'auto-entreprise où on était en nom propre et voilà, tout était un petit peu confondu. Là, pour le coup, quand on crée une société en URL, donc le URL, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est exactement pareil qu'une SARL, sauf que le URL, vous êtes tout seul et la SARL, on est au moins 2. Donc déjà, quand on veut travailler avec d'autres personnes qui s'associent avec nous, on ne peut pas faire l'auto-entreprise, parce que l'auto-entreprise, on est tout seul. Donc là, si on travaille à 2, ça serait une SARL, par exemple. Voilà. Mais EURL et SARL, c'est vraiment la même chose, c'est juste qu'on parle couramment d'une URL quand on est tout seul. Voilà. Donc là, on crée une société, donc on va vraiment protéger le patrimoine, c'est-à-dire que s'il nous arrive quoi que ce soit sur la société, on ne pourra pas venir chercher la voiture, la maison, les biens perso pour régler les dettes. Donc là, pour le coup, on protège vraiment son patrimoine perso. On fait une séparation, en fait. On a le pro d'un côté, le perso de l'autre. Là, pour le coup, c'est pas mélangé. On n'a pas de limite en termes de chiffre d'affaires. Donc là, vous pouvez y aller. Hein, autant de chiffre d'affaires qu'on veut. Il n'y a pas de souci sur le URL. Il n'y a pas de limite. On est toujours dans le régime des indépendants. Donc, au niveau de l'URSSAF, c'est les travailleurs non salariés. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, vous avez 2 choses. Vous avez les salariés, assimilés salariés, et vous avez les non-salariés. Donc nous, on est dans cette case-là. Ça veut dire qu'on ne sera pas géré par la Sécu CPM classique. Là, c'est vraiment la sécurité sociale des indépendants. Donc c'est les caisses de retraite, les caisses de maladie qui sont un peu différentes. Donc ça, c'est un point important parce que ce ne sera pas possible d'avoir une auto-entreprise et une URL. Si par exemple, vous aviez une auto-entreprise pour faire n'importe quoi, du e-commerce, voilà, une petite activité comme ça, si vous voulez créer une URL pour faire du conseil, par exemple, pour devenir consultant, on ne pourra pas avoir les deux. URL et auto-entreprise, ce n'est pas du tout compatible. Donc là, on n'aura pas le choix. Si vous avez déjà une auto-entreprise pour faire du commerce et que vous voulez faire du conseil, il faudra peut-être faire une SASU. Voilà. Bon, ça, je l'expliquerai juste après, mais c'est un point important.
Et donc là, c'est vrai que vous allez peut-être avoir besoin d'un comptable. Autant l'auto-entreprise, vous pouvez gérer un peu tout seul parce que voilà, maintenant, sur le site de l'URSSAF, vous avez juste à saisir votre chiffre d'affaires. Les impôts, vous les saisissez sur votre déclaration d'impôt. Donc, ça se fait quand même assez facilement. Donc, pas forcément besoin d'un comptable. Là, par contre, sur une URL, alors soit, à moins que vous soyez des as de la compta, peut-être, c'est possible. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de déclarations à faire. Il faut qu'on fasse un bilan, il faut qu'on fasse une liasse fiscale, il y a les déclarations de TVA qu'il va falloir faire tous les mois. Donc, c'est un peu plus lourd en termes administratifs, je dirais. Mais par contre, en général, voilà, ça va pouvoir être très intéressant pour les personnes qui ont pas mal de dépenses. Parce que vous voyez, au niveau du bilan, en fait, on parle souvent du bilan, on a l'impression que c'est très compliqué, mais si on synthétise, en fait, un bilan, c'est quoi? C'est tout simplement un peu le récap de l'année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur l'année? Donc, on va faire le total de tout votre chiffre d'affaires qu'on a eu de janvier à décembre, par exemple. On enlève toutes les charges au réel. Donc là, pour le coup, si on a des dépenses, on va pouvoir toutes les passer. Donc, on paye tout avec le compte bancaire de l'entreprise. D'ailleurs, il faut un compte bancaire au nom de l'URL. Là, c'est un compte pro, c'est obligatoire. Donc là, l'idée, c'est que toutes ces dépenses, on va pouvoir les déduire en fait dans le bilan. Ensuite, ce qui reste, on va pouvoir le prendre en salaire. Donc, on enlève aussi votre rémunération. Et sur la rémunération, en fait, il faut qu'on calcule 45% de charges sociales. Donc là, c'est complètement différent. Sur l'auto-entreprise, on paye 22%, mais du chiffre d'affaires, alors que là, en EURL, on paye 45%, mais du salaire. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de charges, en fait, c'est important, parce que tout à l'heure, on prenait l'exemple, admettons, vous avez 100 000 € de chiffre d'affaires, mais finalement, il y en a 40 000 qui repartent chez un sous-traitant. Donc, au final, vous, dans votre poche, vous avez que 60, quoi. Il n'y a que 60 000 € sur le compte bancaire. Donc, sur les 60 000 €, au final, vous allez peut-être prendre, on va dire, 30 000 € de salaire et 30 000 € à peu près de charges sociales. Un peu moins, c'est pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais voilà, donc là, au final, vous serez gagnant parce qu'on va payer 45% des 30 000 €, alors qu'en fait, sur l'auto-entreprise, on aurait payé 22% des 100 000. Donc, voilà, ça peut être un peu différent. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc ensuite, à la fin de l'année, s'il reste encore de l'argent, c'est ce qu'on appelle le résultat fiscal. Donc voilà, en fait, on fait chiffre d'affaires, moins les charges, moins le salaire, moins les cotisations sociales. Donc s'il reste encore un petit peu d'argent, c'est votre résultat fiscal. Et c'est là-dessus, que le URL payera son impôt. Donc l'impôt des sociétés, c'est 15% d'impôt. Est-ce que je me permets de vous couper, est-ce qu'on peut faire un petit point sur entre guillemets l'espace de transition entre auto-entreprise et forme juridique donc professionnelle? Il existe selon moi la possibilité, en dépassant le plafond, de passer sur le régime réel normal ou simplifié? Ouais, exactement. On peut avoir l'entreprise individuelle en fait. C'est ça. C'est ça. Et est-ce qu'on peut en parler un petit peu ou Oui, pas? bien sûr, parce que ça va se ressembler de toute façon. Ça va ressembler à l'EURL. En fait, l'EI, donc on appelle ça comme ça, c'est en fait, si on prend initialement l'auto-entreprise, c'est déjà une EI. C'est juste qu'on est au régime micro. Ça veut dire qu'on a l'abattement forfaitaire et on ne déduit pas les frais. L'EI au régime réel, là, on va faire un peu pareil. On va faire un bilan. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de partie de rémunération. En fait, on fait le chiffre d'affaires moins charge. Et le montant qui reste, c'est là-dessus qu'on payera l'impôt sur les revenus pardon, et les 45% de charges sociales. Alors, attendez. On va éviter de mourir en direct. Ce sera mieux. S'il vous plaît. Voilà. C'est mieux quand même. Donc oui, effectivement, l'EI, c'est un peu la transition. Au final, ça va revenir un peu au même que le URL. En URL, si vous prenez tout ce qui reste en salaire, on paye bien les 45% dessus et on paye bien son impôt sur le revenu sur le salaire. Donc, ça reviendra un peu au même que l'EI. Nous, on conseille plutôt le URL. Pourquoi? Parce que tout simplement, la rémunération que vous avez prise en tant que dirigeant, on la reporte sur votre impôt sur le revenu. Je ne vais pas y arriver. Et donc, la rémunération, on la reporte sur votre impôt sur le revenu. Et là-dessus, vous avez un abattement de 10%. Donc, c'est plus intéressant pour vous. Alors que le I, il n'y aura pas d'abattement. D'accord. Mais le I, en fait, on a du coup les mêmes charges sociales au final, quand on a 45%. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'en général, on passe plutôt sur une URL et c'est plus rassurant aussi pour ses clients. Parce que là, on a un statut vraiment de société. Donc, ça peut aussi être plus rassurant. Ok. Voilà. Merci beaucoup.
Donc voilà pour ça. Et souvent, le URL, en fait, on va faire en sorte de tout prendre en salaire. Comme ça, le résultat sera à zéro. Et donc, il n'y aura plus d'impôt sur les sociétés à payer, en fait. C'est souvent ce qu'on fait, sauf si vraiment on a un chiffre d'affaires qui explose et qui est vraiment énorme. Et si vous ne voulez pas payer trop d'impôts sur le revenu, parce que votre salaire serait trop élevé, dans ce cas-là, on peut en laisser un petit peu sur l'entreprise. Et dans ce cas-là, s'il reste un peu de résultat, on va payer 15% d'impôt sur les sociétés. Voilà. Donc après, ce qui reste, c'est vraiment le bénéfice final. Donc souvent, c'est laissé dans l'entreprise, c'est-à-dire que voilà, on laisse l'argent sur la société, peut-être parce que l'année prochaine, on aura des dépenses ou des investissements à faire, ou alors on le prendra en salaire peut-être l'année prochaine, parce que l'année sera peut-être, voilà, vous aurez peut-être moins de chiffre d'affaires ou autre. Et sinon, alors là, c'est un petit peu coupé, mais sinon, on peut aussi prendre des dividendes. Mais c'est très, très rare parce qu'en fait, sur les dividendes, donc les dividendes, ce n'est pas vraiment du salaire, c'est vraiment un revenu de capital, on appelle ça comme ça. En gros, on va payer des impôts sur les revenus dessus, sur les dividendes. Donc, les dividendes, voilà, vous allez faire un virement du compte pro vers le compte perso. Par contre, là-dessus, l'impôt sur le revenu, il est plafonné à 12,8. Donc, peu importe le montant, même si vous prenez 100 000 € de dividendes, vous ne payerez que 12,8 d'impôt sur le revenu. Donc, ça peut être intéressant si vraiment on commence à avoir un très, très gros salaire et qu'on dépasse beaucoup de tranches. Des fois, ça vaut plus le coup de payer un petit peu d'impôt sur les sociétés, plus les 12,8 d'impôt sur les dividendes. Mais c'est vraiment rare. Là, c'est vraiment sur des figures où on est sur des très, très gros chiffres d'affaires. Parce qu'en plus, sur les dividendes, il faut aussi payer 45% de charges sociales. Donc, du coup, c'est très rare. En général, on prend tout en salaire, ça revient au même et puis ça évite de payer de l'impôt sur les sociétés. Donc, voilà. J'ai bien compris ce que vous veniez de dire. Sur les dividendes, on paye aussi les charges sociales? Oui, en EURL, oui. Alors, ça va pas. Je vais vous expliquer juste après la SASU. Ça sera encore pas le même mode de calcul. Mais sur une EURL, on va devoir payer 45% de charges sociales. Donc, comme si c'était du salaire au final, plus les 12,8 d'impôt sur le revenu. Donc, vraiment, quand on prend des dividendes en EURL, c'est vraiment qu'on est sur des tranches d'impôts perso qui sont très, très élevées. On est peut-être dans les 40%. Et donc là, du coup, c'est peut-être plus intéressant de se dire, je paye 15% d'IS et puis 12,8 d'impôt sur le revenu. Mais c'est vraiment plus rare. Surtout que, vous le voyez, l'impôt sur les sociétés, il y a des paliers aussi. C'est 15% jusqu'à 38 000 € de bénéfices. Et ensuite, c'est 25%. Donc, c'est pour ça que, voilà, en général, c'est quand même assez rare d'avoir des dividendes. Le URL, très souvent, les clients, c'est pour passer leurs charges et puis tout ce qui reste, on le prend en salaire. C'est notre rémunération. Donc ça, c'est le URL SARL. Et je vais vous montrer la SASU, mais vous allez voir que c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a un gros point qui est différent. Laura, il y a juste une petite question, une dernière sur mais ça arrive qu'il y ait un résultat fiscal à zéro parce que la rémunération dirigeant était importante? Oui. Voilà, et là, du coup, il n'y aura pas d'impôt en fait. Alors, je suis en train de regarder. Donc l'IS à 23%, c'était bon. Voilà, donc du coup, oui, en fait, si vous avez tout pris en salaire, Maxime, donc je me remets juste ici, hop, voilà. Si là, la rémunération, on a tout pris et du coup, le résultat fiscal, il est à zéro, il n'y a pas d'IS en fait, 15% de zéro, ça fera toujours zéro. Donc, c'est souvent le cas de figure que font nos clients en fait. Ouais, donc après, c'est pas grave, on peut avoir un bénéfice à zéro, c'est pas gênant. Finalement, autant payer le moins possible. Enfin, je sais pas, c'est dans la logique des choses. Après, est-ce que si l'idée c'est d'en laisser et du coup de se dire si j'en laisse, ce sera dans les impôts et je sais qu'après il m'en restera pour investir pour les années suivantes. Donc c'est un peu les deux stratégies, non? C'est ça. Ça va vraiment dépendre aussi où vous en êtes au niveau du lancement de l'activité. Nous, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup de prestataires de services, donc il n'y a pas trop de dépenses, il n'y a pas d'investissement, donc du coup, on peut se permettre de tout prendre en salaire. Mais par contre, c'est vrai qu'au démarrage, peut-être que vous allez avoir aussi, je ne sais pas, j'ai des fois des clients qui veulent ouvrir une agence en présentiel. Donc, la première année, ils se limitent un petit peu au niveau du salaire. Comme ça, ils laissent de l'argent sur la société. Et l'année 2, ils peuvent investir pour ouvrir des bureaux, ouvrir une agence. Voilà. Le but, c'est de trouver le juste milieu pour et optimiser en fait, laisser ce qu'il faut sur la société pour les futurs investissements, mais aussi vous pouvoir vivre comme il faut en fait. Super pour ça. Donc du coup, en termes de points positifs sur le URL, on a des
cotisations sociales qui sont quand même assez faibles. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer les charges sur une SASU. La retenez bien, là, c'est 45%, parce que sur la SASU, ça va être un peu différent. Et on protège son patrimoine. Donc, ça, c'est plutôt très important. Alors, point négatif, on a mis la rigidité des statuts. Bon, c'est un faux point négatif, mais il faut l'avoir en tête. C'est vrai que si on veut, par exemple, avoir des associés, vendre des parts par la suite, etc., c'est tout à fait possible. Hein. On peut transformer une URL en SARL, ça, c'est pas gênant. Mais c'est tout de suite un peu plus cher parce qu'il faut refaire les statuts. Les statuts d'une URL, ils sont assez carrés. Donc, dès qu'on veut un petit peu mettre des choses qui sortent du commun, bah voilà, faut qu'on paye toujours des frais de greffe, etc. Donc, les statuts sont un peu plus rigides. Les dividendes qui sont soumis à cotisation sociale, ça, c'est vrai que c'est un point faible parce qu'au final, c'est pas très, très intéressant. Et on a mis la problématique liée à l'URSSAF, donc la sécurité sociale des indépendants, dans le sens où, alors déjà, si vous ne prenez pas de salaire, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet, si jamais on a Pôle emploi, par exemple. On a Pôle emploi pendant 2 ans, donc du coup, on ne va pas prendre de salaire sur cette URL. Eh bien, il faut quand même payer des charges sociales, en fait. L'URSSAF, il demande un forfait minimum qui est quand même autour de 1 200 €. Donc, si vous avez du Pôle emploi pendant 2 ans, ben, au final, vous allez payer 1 200 € x 2. Donc, ça peut quand même vite chiffrer. Donc, ça, c'est un peu un problème. C'est-à-dire que même si on ne prend pas de salaire, il y aura quand même un forfait de charges sociales à payer. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Et la problématique aussi, il faut être quand même un peu organisé parce que c'est vrai que l'URSSAF, ils ne sauront pas en temps réel combien de salaire vous prenez. Sur une URL, il n'y a pas de fiche de paye. Donc, en fait, vous allez faire des virements du compte pro vers le compte perso en fonction des besoins. Donc, vous pouvez faire 1, 2, 3 virements par mois. Hein, vous faites comme vous voulez. Et en fait, une fois par an, c'est quand vous allez faire votre déclaration d'impôt, en fait. Hein, ça se passe au même moment. Quand vous faites votre déclaration d'impôt perso, vous allez dire, bon, ben voilà, sur mon URL, je me suis versé 30 000 € de salaire, par exemple. Eh bien, les impôts vont ensuite donner l'information à l'URSSAF. Donc, du coup, ils ont un an de décalage, quoi, entre guillemets. Hein, parce que les salaires que vous prenez en 2022, bah, l'URSSAF, ils seront au courant qu'en juin 2023. Donc, du coup, bah, comme ils ne savent pas, ils vous font payer des provisions, un peu au pif. Hein, enfin, voilà, c'est forfaitaire. Une fois par an, ils ont vraiment le montant total de salaire que vous avez pris. Et du coup, ils vous font payer une régule. Donc, c'est vrai que ça, faut être au courant, quoi, parce que sinon, on se fait vite surprendre par la régule. Donc, nous, ce qu'on dit à nos clients, pour être peut-être un peu plus facile de s'organiser, j'ai des clients qui ouvrent un deuxième compte bancaire juste pour ça, en fait. À chaque fois qu'ils prennent du salaire, admettons, ils se font un virement de 1 000 € tous les mois. Donc, ça, c'est un virement du compte pro vers le compte perso. Mais ils font un deuxième virement pour les charges sociales. Du coup, ils mettent 450 € pour les charges URSSAF dans un autre compte. Et comme ça, l'URSSAF prélève sur ce compte-là. Comme ça, au moins, sur le compte principal, l'argent est déjà mis de côté. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut aller vite de se faire avoir, quoi. Donc, voilà, on sait que c'est 45%, donc il faut juste les avoir de côté, quoi. Sinon, on peut se faire un peu avoir par la règle. Et j'ai juste pas compris le forfait de 1 200 € par an. C'est par an, pardon? Ouais, c'est par an, oui, c'est par an. Et du coup, c'est le forfait minimum pour votre maladie. Comme ça, si vous arrive un problème, vous allez chez votre médecin, bah, vous êtes remboursé. Voilà, c'est un forfait vraiment minimum, en fait. Donc, la toute première année, certains pourront sûrement avoir droit à l'ACRE. C'est une exonération que l'URSSAF donne aux créateurs d'entreprises. Donc, si vous ne l'avez jamais eu, en fait, il ne faut pas avoir l'ACRE pendant 3 ans. Donc, si vous avez fait une auto-entreprise, vous avez demandé l'ACRE, attention, il faut vraiment être 3 ans sans ACRE pour l'avoir sur le URL, par exemple. Donc, si on a l'ACRE, c'est pas trop mal. La première année, on va être… alors, ce n'est pas une exonération totale, mais le forfait, au lieu de payer 1 200, ça va plutôt être 300 €, 200-300 €. Donc, c'est déjà mieux pour la première année. Par contre, on aura quand même la deuxième année où là, on aura un forfait à 1 200. J'aime bien donner cet exemple. En général, ça va vous aider à comprendre. L'URSSAF en EURL, ça marche comme l'EDF. C'est-à-dire que EDF, ils ne savent pas votre consommation d'énergie. Donc, du coup, ils vous font payer tous les mois, vous payez tous les trimestres, vous payez un forfait. Une fois par an, il y a la relevée du compteur et on reçoit la régule, qu'on adore. En général, cette régule, on a toujours un peu du mal à l'anticiper. Ben là, c'est vraiment le même fonctionnement, en fait. Hein. Vous payez des trimestres à l'URSSAF. Une fois par an, la relevée du compteur, c'est votre déclaration d'impôt. Et du coup, vous avez la régule à payer. Et le forfait minimum, c'est un peu l'abonnement au compteur, quoi. C'est un peu, voilà. On peut faire un peu un parallèle de ce côté-là pour un peu mieux anticiper et mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc ça fait quand même partie des points un peu négatifs parce que, ok, ça coûte moins cher, mais du coup, c'est une organisation à avoir pour pas se faire surprendre par la régule. Donc voilà pour le URL. Et je vais vous montrer la SASU, ça se ressemble. Vous allez voir que c'est quasiment la même chose. Bon, les statuts sont un peu plus souples. Ça, c'est vrai que pour le coup, quand on veut des associés, là, on a juste une assemblée générale à refaire. Donc,
Au niveau des statuts, c'est un peu plus à la carte, entre guillemets. On peut plus facilement être libre dessus. Mais sinon, voilà, c'est pareil. C'est une société, il y a des statuts, il y a un CABIS. Ça, par rapport à l'URL, c'est pareil. Pas de limite de chiffre d'affaires, ça, c'est pareil. Par contre, grosse différence, c'est le statut social. Là, pour le coup, le URL, on était chez les indépendants. Là, en SASU, on est chez les salariés, les assimilés salariés. Donc là, pour le coup, c'est la caisse de retraite des cadres, comme quand on est salarié, en fait. La Sécu, c'est la CPAM. Donc vraiment, exactement pareil qu'un salarié. Si on tombe malade, on peut avoir un arrêt de travail et avoir vraiment des indemnités de la Sécu. C'est vraiment le même régime qu'un salarié, sauf qu'on ne cotise pas au chômage. Hein, ça, il n'y a aucun statut qui permettra de cotiser au chômage puisque vous êtes votre propre patron. Donc, vous n'allez pas vous auto-accorder une rupture conventionnelle ou un licenciement, quoi. Donc, voilà, on peut plus cotiser au droit Pôle emploi, mais sinon, on cotise voilà, tout ce qui est retraite, prévoyance, maladie, ça, c'est tout. Donc, forcément, ça va coûter un peu plus cher que le URL. Je vous avais dit de garder en mémoire les 45%, parce qu'en fait, en SASU, c'est 75%. Donc là, pour le coup, c'est un sacré budget en termes de charges sociales. Donc, c'est 75% en partant du net. C'est pour que ce soit plus facile à comprendre. Hein. Donc, admettons, vous faites une fiche de paye de 1 000 € net. La société, elle va payer 750 € en plus pour vos charges sociales. Donc, en tout et pour tout, pour la société, ça va coûter 1 750 € votre salaire. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, voilà, c'est une plus grosse part. Bon, par contre, on est mieux protégé. Hein, donc, pour ceux qui seraient peut-être proches de la retraite, souvent, on conseille de faire plutôt une SASU parce que voilà, on peut avoir des dépenses de santé qui soient plus importantes aussi ou autres. Donc, comme on est mieux protégé, il vaut mieux partir en SASU si on a des petits problèmes de santé ou qu'on est proche de la retraite. Après, si on est plutôt en bonne santé, jeune, voilà, on a encore quelques années devant nous avant la retraite, le URL, pourquoi pas. Par contre, comme on est moins bien protégé, le URL, ce qu'on conseille, c'est de mettre en place des contrats privés. Ça existe. Vous pouvez mettre en place un contrat mutuel, un contrat retraite, un contrat prévoyance. C'est des contrats privés. Vous faites votre couverture à la carte, entre guillemets, et au moins, on est bien protégé et ça coûte quand même un peu moins cher que la SASU. C'est vrai que la SASU, voilà, faut quand même sortir 75% de charges sociales. Donc, c'est assez important. Sinon, vous voyez qu'au niveau du schéma, c'est le même. Hein. Ça, c'est toujours notre bilan. Donc, on fait voilà, les ventes moins les dépenses, moins le salaire, moins les charges sociales. Ce qui reste, donc là, c'est votre résultat fiscal. On a le même impôt. Hein. L'impôt sur les sociétés, c'est pareil. Par contre, on a une grosse différence sur les dividendes. Là, pour le coup, on ne paye plus 45% de charges sociales sur les dividendes. Donc, sur les dividendes, il y a ce qu'on appelle la flat tax. Donc, c'est que pour la SASU. Hein. Donc, on a toujours l'impôt sur le revenu qui est plafonné à 12,8. Par contre, on ne paye que 17% de CSG. Donc, ça, c'est les prélèvements sociaux. Donc, en gros, sur les dividendes d'une SASU, 12,8 plus 17,2, ça fait 30, si mes calculs sont bons. Donc, en fait, c'est la flat tax à 30%. Souvent, on en a entendu beaucoup parler en ce moment. Ça fait maintenant quelques années qu'elle est mise en place. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que si, par exemple, on a 100 000 € de bénéfices, on va payer 30 000 € de flat tax, mais après, le reste, c'est dans sa poche. On a 60 000 € net dans votre poche, on ne repaye plus rien dessus. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. N'oubliez juste pas la case impôt société qui est juste au-dessus. Il faut déjà payer la part du gâteau à l'État avant de pouvoir se servir en dividende. Mais sinon, voilà, ça peut être intéressant. Alors, sous certains critères, hein, je pense, alors par exemple, ceux qui sont chez Pôle emploi. Pendant 2 ans, vous n'allez pas prendre de salaire. Donc, souvent, on va faire une SASU parce qu'en fait, la SASU, pour le coup, s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de fiche de paye. Donc, pas de charge à payer. Là, c'est 0. Donc, tant qu'on ne prend pas de salaire en SASU, on ne paye rien à l'URSSAF, ni voilà, on ne cotise rien. Donc, ça peut être pas mal au bout des 2 ans, vu que vous aurez eu pas mal de bénéfices pendant 2 ans, on n'y aura pas trop touché, de démarrer en SASU, prendre son Pôle emploi pendant 2 ans, puis à la fin des 2 ans, prendre tout ce qu'on a gagné sous forme de dividendes. Ça peut être intéressant. Et ensuite, souvent, c'est le cas que je rencontre, mes clients, ils transforment la SASU en EURL pour ensuite prendre du salaire sur le URL. Donc, il y a plein de schémas qui sont possibles. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que les statuts, ce n'est pas figé dans le marbre. Hein. Vous pouvez très bien démarrer, voilà, parce qu'à l'heure actuelle où vous créez la société, c'est plus intéressant de faire une SASU, mais ce ne sera peut-être pas vrai dans 3-4 ans. Dans 3-4 ans, on peut très bien transformer une SASU en EURL. Il faut savoir que ça coûte à peu près 1 000 € de transformer une SASU en EURL, donc ça reste abordable quand même. Et comme on est gagnant sur les charges sociales, il y a plein, voilà, ça peut être intéressant. Donc, faites attention aussi si j'ai souvent des clients qui me disent « Mais Laura, du coup, c'est trop cool. Moi, je ne vais pas prendre de salaire.
et je vais tout prendre en dividende. J'attends 1 an. Alors, les dividendes, en plus, il faut attendre 1 an, hein, parce que c'est que quand on fait le bilan. Mais le problème, quand vous faites ça, c'est que vous ne cotisez pas du tout à votre retraite, ni rien. Vu qu'il n'y a pas de salaire, vous ne cotisez pas. Et faites attention, quand on n'a pas du tout d'autres revenus dans le foyer, sur les dividendes, vous allez devoir payer une taxe en plus. Ça s'appelle la taxe PUMA. Ça, c'est pour tous les clients qui prendraient que des dividendes, en fait. Si dans le foyer, il n'y a pas d'autres revenus, il n'y a pas d'autres sources de salaire, eh ben, la taxe PUMA, c'est une taxe minimum pour quand même que vous soyez couvert, quoi, hein, parce que si demain vous faites renverser par une voiture et vous vous retrouvez à l'hôpital, il faut quand même bien que quelqu'un paye vos frais de santé. Donc, s'il n'y a pas de mutuelle, c'est un peu la taxe PUMA, c'est un peu la part pour la Sécu, quoi. C'est que de la maladie. Et c'est un pourcentage du montant des dividendes. Je ne l'ai plus en tête parce que c'est un calcul un peu savant des impôts, mais ça représente quand même vite, je crois que c'est autour de 12 à 15% quand même, donc ça peut chiffrer vite. Donc faites bien attention. Moi, je dis toujours aux clients de prendre quand même un petit salaire, au moins pour assurer ses arrières, puis même cotiser à la retraite quand même, parce que ce serait dommage de travailler sans penser à ses trimestres de retraite. Donc c'est important de quand même penser à prendre un salaire, et après peut-être à la fin de l'année, si vous voulez, prendre des dividendes. Mais voilà, ça s'optimise et c'est vraiment des calculs qu'il faut faire avec un comptable. Parce que pour le coup, moi, j'en ai fait pas mal des simulations entre SASU et URL. Et franchement, le URL reste quand même à chaque fois gagnante, quoi. Donc, après, c'est du cas par cas. Ça dépend, voilà, si la personne est en bonne santé ou pas. Mais voilà, il faut vraiment discuter avec quelqu'un dont c'est son métier, en fait, tout simplement, pour pas faire d'erreur. Ça peut aller très vite, en fait, de se tromper, d'être mal conseillé à la création. Donc voilà. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair déjà entre la SASU et le URL. En termes de points un peu résumés sur la SASU, donc pas de minimum de charges sociales à payer. Ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Pas de salaire, pas de charges. On est tranquille. Bon, les statuts qui sont un peu plus souples. La prise de dividendes qui est quand même assez intéressante en termes de taxation. Point négatif, ça va être vraiment les charges sociales sur le salaire. Là, pour le coup, c'est vrai que ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc, à garder en tête. Et après, le coût de création qui peut potentiellement être plus élevé, parce qu'effectivement, comme on a dit que les statuts pouvaient être un peu à la carte, parfois, il faut quand même respecter la loi, hein. Donc, souvent, on va peut-être faire appel à un avocat pour mettre en place des petites choses entre les associés. Donc, ça peut coûter un peu plus cher de ce point de vue-là. Voilà. Mais bon, c'est plus pour avoir un peu un résumé. Je vais faire un petit tour sur vos questions, voir si tout était bien clair. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a une question, c'est peut-on avoir 2 statuts, être salarié ou fonctionnaire et créer une structure URL ou SASU? Ok, alors ça, c'est une très bonne question parce que justement, quand on est fonctionnaire, c'est un peu compliqué d'avoir une autre structure à côté. Il faut vraiment demander un rescrit. En fait, normalement, en tant que fonctionnaire, c'est interdit d'avoir une autre société à côté, même si ce n'est pas le même domaine d'activité, hein. Ils sont assez carrés là-dessus. Donc, si vous êtes fonctionnaire et que vous avez un projet en parallèle de créer votre société, déjà, demandez un rescrit à votre direction. En fait, il faut vraiment avoir un accord parce que sinon, vous risquez de vous faire peut-être licencier ou autre, hein. Donc, ça peut avoir des graves conséquences. Donc, si la direction est OK, qui vous donne leur feu vert, effectivement, vous avez le droit d'avoir une société en même temps que votre travail. Pour les salariés, c'est un peu plus facile. En général, vous avez le droit normalement d'avoir un CDI puis une société, par exemple. Faites juste attention, pareil, qu'il n'y ait rien dans le contrat de travail qui bloquerait, parce que des fois, on a une clause de non-concurrence ou des choses comme ça. Donc, moi, je pense qu'il vaut quand même toujours, dans tous les cas, en parler à la direction, qu'on soit salarié ou fonctionnaire, leur dire, voilà, j'ai un projet, je veux créer ma société, ça n'empiétera pas sur mon temps de travail, etc. Et voilà, est-ce que j'ai le droit ou pas? Parce que moi, j'ai des clients qui, malheureusement, n'avaient pas demandé et ils se sont fait licencier, hein. Ils ont considéré que c'était une faute grave, c'était marqué noir sur blanc dans le contrat. Donc, derrière, ça a quand même des sacrées conséquences, quoi. Donc, faites bien attention à ça. Et surtout, c'est compliqué on ne peut pas masquer sur Internet que vous avez créé une société. Si votre patron il cherche, il trouvera, hein, forcément. Parce que sur Infogreffe, société.com, on arrive même à avoir des cabis et des statuts gratuitement, hein. Maintenant, il y a des sites où on peut télécharger le cabis et les statuts gratuitement. Donc, si vraiment il cherche l'information, il la trouvera et c'est impossible à rendre cette information-là confidentielle. Donc, je ne prendrai pas le risque en tout cas. Mais en tout cas, au niveau du greffe, eux, ils s'en foutent. Vous avez le droit d'avoir une SASU et un CDI, par exemple, c'est tout à fait possible. On pense souvent à la SASU parce que si vous avez un CDI, c'est un peu le même cas que Pôle emploi. Vous n'aurez pas besoin de prendre un salaire, vous aurez déjà tout ce qu'il faut sur votre CDI. Donc, du coup, on fait plutôt une SASU pour profiter du système des dividendes dans ces cas-là. Donc voilà. Ensuite, il y avait une question sur le SASU, est-elle mieux, cette forme juridique est-elle mieux adaptée pour les consultants? Alors, le consultant, forcément, le consultant, il peut avoir tous les statuts qu'il veut. Il n'y a pas forcément de statut en fonction des métiers. Il y a quelques métiers qui sont réglementés.
Par exemple, toutes les professions médicales, eux, ils sont obligés d'être en profession libérale, en fait, donc en EI ou en auto-entreprise. Les agents commerciaux dans l'immobilier, eux, ils sont obligés, pareil, d'être en EI. Voilà, il y a quelques corps de métier comme ça qui sont un peu spécifiques. Mais le consultant, il n'y a rien de particulier. Donc, on peut avoir les trois. On peut en auto-entreprise, SASU ou EURL. C'est vraiment plus quel statut est adapté à vous, en fait, en fonction de votre cas de figure. C'est en fonction du cas perso, quoi. Donc voilà. Mais pas de statut spécifique. Et la dernière question de Laurence, c'était ne cotisant plus à Pôle emploi, cela veut dire que l'on bénéficiera plus des indemnités de Pôle emploi si l'activité ne marche pas. Ouais, exactement. C'est vrai que ça, c'est un peu le risque. Alors, admettons, vous êtes en CDI, vous demandez une rupture conventionnelle. Là, vous aurez vos droits chômage. Vous allez avoir 2 ans de chômage et donc vous avez le droit de cumuler une SASU ou une URL d'ailleurs avec votre Pôle emploi. Ça, c'est possible. Par contre, une fois que vos droits sont épuisés, on ne va pas, si vous prenez du salaire sur la SASU ou sur le URL, on ne va pas rajouter des droits. En fait, on ne cotise plus aux droits. Donc, les droits qui ont été acquis avant, pas de souci, on peut les consommer en attendant de lancer son entreprise. Par contre, après, une fois qu'on n'a plus de droit à Pôle emploi, bah, ça ne se renouvelle pas. Donc, la seule solution, ça sera de reprendre un CDI ou du portage salarial ou quelque chose comme ça, mais quelque chose sur lequel vous cotisez au chômage. Donc, voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. On en a peut-être, je ne sais pas si on en a loupé ou autre, mais n'hésitez pas. J'avais fait un petit tableau récap entre le URL et la SASU. Alors, vous l'avez compris, hein, EURL et SARL, c'est pareil, c'est juste le nombre d'associés qui change. C'est exactement pareil pour une SASU ou SAS. Hein. SASU, vous êtes tout seul et SAS, vous êtes à plusieurs. Mais en gros, là, on a bien le petit tableau comparatif. Donc, travailleurs non salariés chez le URL et assimilés salariés chez la SASU, c'est la grosse différence. Hein. S'il y a un truc à retenir, c'est ça, parce que ça va automatiquement impacter les charges sociales. 45% d'un côté sur 75% de l'autre. Donc voilà, sinon le reste, bah, le patrimoine est protégé, ça, il n'y a pas de souci. Donc on dit que c'est limité aux apports, puisque quand vous allez créer votre société, vous allez devoir apporter un capital. Donc si par exemple vous apportez 1 000 € de capital, ça c'est de l'argent que vous donnez à votre société pour son lancement. Bah, si jamais la société elle est en faillite ou quoi, il n'y a que ces 1 000 € de capital-là qu'on peut perdre, par exemple. Voilà. Mais sinon, tout le patrimoine perso est protégé. L'optimisation, bah, ça, c'est les charges. En fait, quand on parle d'optimisation, c'est qu'est-ce que je peux passer comme dépense sur ma société pour justement réduire le bénéfice et optimiser un maximum mon bénéfice et payer le moins possible d'impôts sur les sociétés. Donc ça, qu'on soit EURL ou SASU, c'est exactement pareil. On va passer les mêmes charges. Donc, les cotisations sociales, on en a parlé. On est non-cadre, bien sûr, sur le URL, on est cadre sur la SASU. Et bien sûr, la taxation des dividendes qui est un peu différente. Donc, vous retrouverez toujours les 12,8 d'impôt sur le revenu, URL ou SASU, ça ne change pas. Par contre, on a 45% de charges sociales sur les dividendes d'une URL contre seulement 17% de prélèvements sociaux sur les dividendes d'une SASU ou SAS. Voilà pour ça. Donc, je crois qu'on n'est pas trop mal au niveau des questions. Hop, je regarde, ouais, donc du coup, c'est tout bon, parfait. Du coup, on avait prévu juste pour finir ce webinaire, de vous présenter un petit peu l'offre qu'on a mise en place entre le cabinet et People for Impact. Donc, comme je vous le disais au début, hein, nous, c'est vrai qu'on est spécialisé dans les freelances et on a beaucoup de créateurs. Donc, il faut savoir qu'on propose bien sûr la création de l'entreprise à tous nos clients. Hein. Donc, la création de l'entreprise, on s'en occupe de A à Z. Elle est offerte, donc ça, c'est quand même pas mal. Il restera juste, en fait, les frais de greffe à votre charge, puisque quand on crée une société, il y a l'immatriculation au greffe à faire. Il y a quelques petits frais, forcément, d'immatriculation. En gros, il faut compter 200 €. C'est 200 € pour une URL et c'est un peu plus cher pour une SASU, c'est 230 €, quoi. Mais voilà, c'est que les frais-là que vous aurez à votre charge, en fait. Sinon, nous, on s'occupe vraiment de tout, de A à Z. Donc, on peut bien sûr déjà prendre rendez-vous ensemble pour faire le point sur votre projet, voir ensemble quel statut sera le plus adapté pour vous, pour votre situation perso. Et ensuite, une fois qu'on est raccord sur le choix du statut, et bien, du coup, on va pouvoir vous faire les formalités, rédaction des statuts, la rédaction de tous les documents pour la création d'une société. Donc, tout ça, on s'occupe de tout et ça, ce sera offert. Et ensuite, pour ceux qui viennent vraiment de la communauté People for Impact,
là, vous aurez même le premier mois de comptabilité offert. Donc ça, c'est vrai que c'est une offre qui est réservée forcément à la communauté. Mais voilà, pour tout le monde, la création est offerte. Et juste, si vous venez vraiment de la part de People for Impact, donc on peut voir directement avec Marie, hein, je crois que c'était ça, Héloïse, qu'on Oui. s'était Tout à fait, oui. directement, comme Les ça, membres de c'est la plus facile. communauté People for Impact envoyaient directement un mail à Marie pour bénéficier Voilà. de l'offre et nous, on se rapprochera directement. Voilà, comme ça, au moins, la mise en relation se fait de votre Tout à fait. côté et on sait bien identifier que vous avez le premier mois de comptabilité en plus qui est offert. Donc, il n'y a rien à payer tant que la société n'est pas créée, ça c'est important. Et ensuite, si par exemple, on se contacte aujourd'hui pour parler des statuts, tant que la société si par exemple la société est créée qu'en septembre, en fait, les honoraires démarreraient qu'en septembre. Voilà, donc ça c'est important. Donc, bien sûr, je vous laisserai nous contacter pour qu'on vous explique plus dans le détail nos offres. On a différents tarifs, mais l'idée, c'est que c'est vraiment une offre adaptée en fait aux freelances. Vu que nous, on fait que ça, c'est des tarifs qui sont vraiment intéressants. Alors, vous pourrez voir sur notre site internet. Et puis, comme ça, voilà, vous pouvez nous contacter aussi directement depuis le site. Comme ça, on sait exactement et on vous explique tout dans le détail, quoi. Voilà un petit peu pour tout ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, que vous avez tout compris, surtout, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est la question la plus difficile. Après, une fois qu'on sait le statut qu'on veut, c'est plus facile, mais ce n'est pas évident au début, hein. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. Et juste par rapport à ces tarifs, est-ce que vous avez une idée d'ordre de grandeur au moins qu'on sache, Bien sûr. Oui. Nous, en fait, notre offre de base, ça coûte… Enfin, le tarif, parce qu'on a 3 offres, mais l'offre qui est le plus utilisée, c'est l'offre premium qui est à 99 € par mois. Hors taxe, et c'est tout compris en fait, hein. Donc vous avez, on fait tout pour vous, les déclarations de TVA, on vous met en place des outils, enfin voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site, sur l'expertcomptable.com. Donc faut juste bien mettre les tirets comme l'indique le logo en fait, l-expert-comptable.com, et là vous avez vraiment la page tarif avec vraiment le détail, mais le mieux c'est de prendre carrément rendez-vous avec nous, hein. Vous aurez accès à l'agenda de l'équipe, donc en fait vous pouvez directement fixer un rendez-vous comme un petit peu sur Doctolib, c'est un peu pareil. Donc, comme ça, n'hésitez pas. Ou alors, vous nous appelez. Enfin, voilà. Il y a plusieurs méthodes de contact, hein. Vous pouvez laisser vos coordonnées sur le site. On vous rappelle dans les 2 minutes. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à nous contacter. Comme ça, on fait le point avec vous. On vous envoie un devis. Puis, vous nous dites après si ça peut vous correspondre. Merci beaucoup. C'était très clair, en tout cas. Merci à vous, en tout cas. C'est parfait. Si c'était clair, c'est que j'ai réussi ma mission. Donc, merci, en tout cas, Héloïse, pour l'invitation. C'était vraiment très sympa. On t'entend plus, Héloïse. Pardon. Merci à tous pour votre participation. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer le webinaire. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.